Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir. Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être présent pour cette deuxième journée de conférence, ici en présentiel comme sur le stream. Nous avons le plaisir d'ouvrir cette deuxième journée avec notre conférence qui s'intitule Internet, la révolution du divertissement et des médias. Pour commencer, on va se présenter. Salut Kevin, comment ça va? Ça va, Thomas. Bonjour à tous. Maxence, merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Bonjour à tous. Ça va, Kylian? Ça va très bien. Merci, ça va. Vous l'aurez remarqué, on aura un format un petit peu particulier puisqu'on a décidé de faire un format plutôt table ronde, podcast, talk show qui rentre plutôt bien dans le cadre de notre conférence. Avant de commencer, du coup, on va définir quelques mots importants du titre de notre conférence. On va commencer par Internet. Qui veut s'y coller? Vas-y. Alors du coup, Internet, c'est un ensemble de réseaux mondiaux qui sont interconnectés et qui permet du coup à divers équipements, ordinateurs, serveurs de communiquer. En utilisant un protocole de communication commun. Merci Maxence pour la partie des médias. Ouais, je l'ai récupéré. Donc pour les médias, on va définir tout moyen de distribution, de diffusion, de communication, que ce soit des messages écrits, visuels, sonores, audiovisuels. On va retrouver plusieurs moyens de distribution aujourd'hui. Donc on va retrouver par exemple Internet, on va retrouver plein d'autres choses. Et au niveau divertissement, est-ce que Kevin, tu veux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Le divertissement, c'est une activité qui permet aux êtres humains de s'occuper dans leur temps libre, en s'amusant ou en se détournant de leurs préoccupations. Concrètement, les divertissements, c'est un moyen pour nous, humains, de passer le temps, de penser à autre chose que le travail ou d'autres préoccupations. Et Thomas, si tu nous disais plus sur la révolution. Alors pour ce qui est de la révolution, on peut parler de révolution lorsqu'il y a un grand changement radical dans une société, que ce soit un changement technique ou technologique. Et donc on peut parler ici de révolution numérique. On a choisi le terme révolution parce qu'il sous-entend qu'il y a un avant et un après, et c'est comme ça qu'on a développé le reste de notre conférence. Pour ce qui est de l'explication du format, on est déjà passé dessus. On peut peut-être passer sur l'explication des parties. Je te laisse expliquer, Kevin. Bien sûr. Du coup, ce qu'on va faire dans notre format, c'est qu'on va séparer en 3 parties. Donc la première, en fait, sera un historique des médias et des divertissements avant le développement d'Internet pour le grand public. Comment ça fonctionnait sur divers divertissements et médias. Il y aura une partie 2 par la suite qui sera comment les divertissements et médias fonctionnaient au début d'Internet, aux alentours des années 2000. Et une troisième partie qui sera la démocratisation et l'accès aux médias de divertissement, donc à partir de 2005 jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, se finir sur une partie conclusion sur le futur des médias et divertissement. Dans chacune des parties, on va étudier 4 scopes en particulier. On va étudier les films et séries, les médias d'information, la télévision et les jeux vidéo. Ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on passe sur la première partie, peut-être. On va passer sur cette première partie qui s'appelle Historique des médias et divertissement avant le développement d'Internet grand public. Et on va passer sur une première sous-partie qui va être films et séries. Avant l'arrivée d'Internet grand public, la consommation de films et séries, elle était particulièrement faite via les VHS, via les cassettes. Toi, Maxence, est-ce que c'est quelque chose dont tu as souvenir? Est-ce que vous en consommiez beaucoup Ouais, avec mes parents, je me rappelle qu'on allait souvent louer des cassettes dans les vidéoclubs. Pour revenir aux cassettes, du coup, je sais pas si tout le monde a connu, je pense que oui. Mais du coup, elles ont été mises sur le marché français en 78. Et c'est à partir des années 80 que ça a connu vraiment son ascension, grâce au développement des technologies, où c'est devenu vraiment plus abordable, avec des magnétoscopes du coup moins chers, et aussi des caméscopes. Et c'est qu'en 85 que sont apparus les premiers vidéoclubs. Et c'est avec l'entreprise Blockbuster Video aux États-Unis. Et en France, nous, on avait par exemple Vidéo Future. Et du coup, au tout début de cette histoire, du coup, la VHS, c'était un outil un peu pirate, puisque les gens enregistraient des films, toutes leurs émissions sur des VHS, et se les échangeaient entre eux. C'était un peu les dealers de l'époque. Et du coup, toi, Kylian, étant un peu plus jeune que nous, t'as connu, toi, les cassettes? Ouais, je suis arrivé un petit peu tard quand même pour voir ces reliques du passé. J'ai quand même le souvenir, c'est de fouiller le garage des parents et de retomber sur un vieux carton avec une cassette de Pokémon, où c'était le premier épisode de Pokémon en BF, et que j'ai pu regarder encore sur une vieille télé qui était compatible.
C'est beau. Donc, du coup, sur toute cette partie film-série, sur avant le développement de l'Internet grand public, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une consommation mal de VHS, quoi. C'est comme ça que les gens consomment les films et les séries. On peut passer sur une deuxième sous-partie qui est la partie information. Donc, quand on parle information, on parle journaux, radio, télé, journaux papier, etc. Toi, Kevin, est-ce que tu as un souvenir de quand tu étais petit? Est-ce qu'il y avait beaucoup de journaux papier ou est-ce que vous regardiez beaucoup les journaux télévisés quand tu étais... Oui, bien sûr, il y a plein de souvenirs. Je me rappelle ce qui est assez mythique, le classique avec le journal de 20 heures, PPDA ou Pujadas. Et oublie ça, je me rappelle quand j'étais petit, le quotidien, le Sud-Ouest, qui était un grand classique comme presse-papier. Il faut savoir aussi que par rapport aux journaux télévisés, les premiers journaux télévisés, c'était à partir de 1949. C'est dans les années 1980 que les journaux télévisés vont trouver leur format classique sur lequel qu'on retrouve aujourd'hui. Suite magazine. Ouais, après, on a tout ce qui est aussi journaux papier. Dans les années 80, la consommation de la presse papier, elle est déjà en baisse. Il faut savoir qu'entre 80 et 90, il n'y a que 4 Français sur 10 qui lisent quotidiennement les journaux, contre 8 sur 10 dans les années 50. Cela s'explique notamment par la démocratisation et la généralisation de la radio d'abord, puis de la télévision. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les magazines un petit peu plus spécialisés, jeux vidéo, télé, jeux vidéo, musique, etc. Sur les magazines, on en retrouvait plein. Il y en avait différents sur chaque thématique. On avait les Inrecuptibles, et aussi même sur les jeux vidéo, on avait les premiers magazines Tilt, qui étaient en 1982. Et après, on avait Génération 4, qui était en 1987. On en avait d'autres aussi, pour citer. Il y avait Joystick ou PC Jeux. Mais qu'est-ce qu'on retrouvait exactement dans les magazines, par exemple pour les jeux vidéo? On avait des tests, des solutions, des avant-premières, des interviews. Nous, à l'époque, c'était le magazine spécialisé, c'était le seul moyen d'avoir, pour connaître les jeux, de savoir exactement sur quoi on allait se lancer, et de pouvoir le connaître exactement sur le jeu vidéo. Il y avait aussi autre chose d'assez important, du coup, à l'époque, pour faire la transition, du coup, vers la télévision. Et quand on est gamin, bon, bien sûr, avant ça allait pour nous, maintenant ça nous gonfle. Et les pubs. Les publicités qui ont marqué un peu nos esprits avec les slogans, genre l'ami Ricoré, tu pousses le bouchon un peu trop la Maurice, tout le monde a connu ce genre. Sauf les plus jeunes, bien sûr. C'est vrai qu'on est quand même. Ok, donc ça c'était pour la partie journaux, informations, etc. Maintenant pour la partie télévision, Kevin, est-ce que tu veux nous en parler un peu? Bien sûr. Donc la télévision, premièrement, c'est que 92% des Français possèdent un téléviseur et en moyenne c'était 2h30 passées devant la télé. Elle semble introduite dans le quotidien de chaque Français, et en même temps que son objet, sa propre chronologie et ainsi que la grille des programmes. C'est dans les années 70 qu'on va avoir une diversification des chaînes qui tend à baniser la consommation de la télévision dans les foyers des Français. On aura, dans les années 80 ou 84 exactement, les premières chaînes privées. On aura Canal+, on aura Chirac qui va revendre TF1 au groupe Bouygues. Et donc, on a diverses émissions. Et par rapport aussi pour le jeu vidéo, on aura les premières émissions Pixifolie dans les années 80, ainsi que Microkid qui sera arrivé bien plus tard. Et une chaîne spécialisée jeux vidéo, la première, Game One, qui arrivera en 98, et ça sera la seule chaîne entièrement dédiée aux jeux vidéo. Et puis du coup, la transition est plutôt bien trouvée, parce qu'après cette partie télévision, on va passer à la partie jeux vidéo, qui sera notre dernière sous-partie de cette partie 1. On estime que l'arrivée des jeux vidéo en France, ça se fait dans les années 60 avec les premières bornes d'arcade. Par contre, c'est pas la méthode de consommation là qui nous intéresse aujourd'hui, Maxence. Oui, alors tout d'abord, pour tout ce qui est jeux vidéo en France, les premières consoles de salon qui sont arrivées, c'est en 1973 avec l'Odyssée de Maniabox, donc en blanc. Et du coup, c'est à partir de cette console-là que le jeu vidéo va s'installer dans tous les foyers en France. Et dans ce même temps, du coup, en 77, on va arriver les premiers micro-ordinateurs. Le PET de Commodore, l'Apple II, TRS-80. Et du coup, à ce moment-là, les jeux vidéo sont quand même difficilement accessibles, donc c'est vendu que dans des magasins spécialisés, et surtout, c'est excessivement cher. Et c'est à partir des années 80 qu'une seconde génération de consoles débarque en France, avec notamment l'Atari 2600,
vous avez connu avec Space Invader ou Tetris, des jeux comme ça, à Télévision de Mattel et le Vidéopack de Maniabox. Et du coup, c'est à cette période-là que la distribution des jeux vidéo se développe énormément, puisqu'on commence à voir tout ce qui est magasin de jouets, les disquaires ou même des libraires qui vont commencer à distribuer ces consoles et jeux vidéo. Et petite anecdote par rapport à ces consoles, donc l'Intellivision de Mattel s'est complètement cassé la gueule et a failli détruire le jeu vidéo. Et du coup, c'est Nintendo qui en a profité de cet échec pour prendre le marché et se surélever pour faire fortune. C'est ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Et tu peux nous parler un peu de l'e-sport maintenant ? Ouais, alors c'est en 72 qu'on va arriver les premiers prémices de l'e-sport avec les premières compétitions de Space Invader qui sont organisées notamment en Allemagne. Alors ça s'appelait pas e-sport encore à ce moment-là, bien sûr, mais c'est à ce moment-là, enfin c'est dans ces années-là qu'on voit une première arrivée de compétition de jeux vidéo. Je vous propose qu'on passe sur la deuxième partie, la partie 2, qui est médias et divertissement, du début d'Internet aux années 2000, donc soit plus ou moins de la création d'Internet jusqu'aux années 2005. Il faut savoir que c'est en 94 que le grand public commence à découvrir Internet en France via des petits fournisseurs d'accès Internet. À cette époque, le débit est lent et il n'y a pas beaucoup de services, mais par contre, on voit déjà un engouement arriver, notamment de la part des plus jeunes, puisque l'outil va commencer à transformer un peu la façon dont les Français consomment les films, les séries, les jeux vidéo et les journaux de manière générale. On voit également, depuis la fin des années 90, une explosion du matériel informatique dans les ménages français. En 98, seulement 5% des ménages possèdent un PC fixe, 50% en 2006 et 85% en 2020. On va commencer par une première sous-partie film-série, comme sur la partie 1. Kevin, est-ce que tu peux nous parler des web-séries ? Est-ce que tu en as beaucoup regardé, toi, un peu plus jeune ? Les web-séries, quand j'étais jeune, je n'avais pas tant regardé que ça. Je me rappelle d'une particulièrement, c'était Lac Me, mais je l'avais découvert sur Game One. Okay. Après, en France, les web-séries sont arrivées déjà bien avant. C'était déjà dans les années 90. On avait Bitoman ainsi que France 5. Ces deux web-séries, en fait, c'était des parodies de Sentai. Sentai, pour que ça parle à tout le monde, en fait, c'est les Power Rangers, super-héros. Donc, on en avait que ces deux, France 5 ainsi que Lac Me Boomy, qui étaient diffusés sur Game One. Et puis il y avait aussi d'autres types de web-séries, les web-séries audio. Donc, il avait vu incroyable venir dans mon album, 2001 par langue, s'inspire beaucoup des DVD du peuple. Oh putain. Ah, il y avait aussi un autre type de web-série, c'était une web-série audio, pour citer l'une des plus incroyables, donc, dans Journal Buck, qui a été faite par John Lang en 2001, et qui s'inspire beaucoup des 2 minutes du peuple de François Pérusse, pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Et puis il faut savoir que c'est à partir des années 90, fin 90, que les vidéoclubs font une transition de VHS vers DVD. Est-ce que tu veux nous parler de la partie DVD, Maxence ? Ouais, alors la partie DVD, ça a explosé, ça a commencé à exploser et à détrôner les VHS un peu plus tard, donc c'est plus vers 2002, ces eaux-là, parce que du coup, c'est grâce au prix aux chutes du prix des lecteurs, et également beaucoup plus de films qui sortent. Donc, de plus en plus d'offres. Pour faire une comparaison, comme on avait fait dans la première partie, entre 1990 et 2000, le nombre de films produits dans le monde a doublé. Ainsi que, du coup, le chiffre d'affaires des ventes des DVD qui a complètement explosé en France. Et la dernière chose qu'on voulait aborder pour cette sous-partie, c'est la partie VOD, puisqu'en France, on voit arriver la VOD courant 2000. Avec Monaco Télécom notamment, qui deviendra Canal Nu Média par la suite, et puis Movie System, qui est un service de VOD lancé en 2003 et qui devient Canal Plus, car racheté par Canal Play. Qui devient Canal Play, car racheté par Canal Plus, plutôt, c'est mieux dans ce sens-là quand même. Passons sur la deuxième partie information. Yann, est-ce que tu veux nous en parler un peu ? Ouais, carrément. Donc, on a de 2003 à 2007, on a les premières créations des premiers sites internet, en fait, des services d'information. Donc, de 2003 à 2007, la diffusion des quotidiens a reculé de presque 6% dans toute l'Europe. On va avoir l'ouverture des premiers sites web, du coup, aussi de ces magazines. Donc, on va voir, par exemple, pour citer Ouest France ou Le Monde en 95.
On a l'arrivée de ces sites d'information qui vont déstabiliser complètement la presse papier et remettre en question l'exemplaire unique qui était fait à l'époque par une information diffusée instantanément sur Internet. Donc, moi, j'étais trop jeune pour réellement suivre la croissance de ces sites d'information, mais je me souviens très bien des pages d'accueil type MSN ou Hotmail pour les intimes, où on avait du coup plein d'articles qui pouvaient à droite à gauche dès qu'on ouvrait le navigateur. On a aussi, dans les années 2000, l'arrivée des médias qu'on appelle le pure player, qui sont des médias qui sont uniquement sur Internet et non en version papier. On peut citer Mediapart, Rue 89 ou Backchiche pour quelques exemples. On peut passer sur une partie télévision. On voit un développement et une évolution de la télé au début des années 2000. Qui est-ce qui veut nous en parler? Oui, je peux dire des choses dessus. Par rapport à la télévision, c'est que la télévision a quand même conservé son média classique, son format, par rapport à ses grilles de programmes, par rapport aux nouveaux programmes qui vont arriver. Les années 90 et 2000, ce seront un changement majeur avec l'arrivée de nouvelles chaînes, mais aussi de nouveaux programmes de divertissement qui révolutionnera la télévision française. Il y a aussi un autre changement, ça sera l'accessibilité par Internet. Donc, il y a certaines chaînes qui vont proposer leur contenu, leur programme sur Internet, afin d'interagir dessus. Et on aura l'accès à la télévision par ADSL, et ça sera free avec la Freebox qui proposera ça en 2002. Kylian, il y a aussi autre chose que tu peux dire sur la convergence des médias? Ouais, on va avoir du coup, comme tu l'as dit, cette convergence qui va ramener les médias aussi sur Internet, donc faciliter l'accès pour les consommateurs, maximiser leur portée aussi pour les plus grands groupes, et l'arrivée du coup des web-séries par des télévisions. Donc les premiers groupes, par exemple, ça va être Canal Web qui vont lancer leur première web TV en 97, et également les replays qui vont arriver à ce moment-là. Donc au début, seulement Canal+ a commencé à expérimenter le service de VOD avec son décodeur numérique. Donc le service de base s'appelait Canal Play, et ça ouvrira la porte à tous ces autres concurrents qui vont suivre en fait le mouvement dans les années à venir, tels que M6, TF1 et bien d'autres. On a aussi tout ce qui est l'arrivée de l'IPTV. C'est ce qui a permis l'arrivée d'Internet pour la télévision sur Internet directement. On voit à ce moment-là l'arrivée de ces solutions-là, alors qu'ils sont plus ou moins légales selon les opérateurs, mais c'est quelque chose qui a apporté Internet dans la diffusion et la consommation de la télé au début des années 2000 en tout cas. Passons sur une partie jeux vidéo. Pour cette deuxième partie, qu'est-ce qu'on peut dire de manière générale sur les jeux vidéo à ces années-là? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une nette augmentation des jeux vidéo. On prend des chiffres en 1990, il y avait 70 jeux qui étaient sortis dans l'année. En 2000, il y en avait entre 1000 et 1500. Il y a une grosse augmentation de l'offre sur cette période, due à l'augmentation des achats de consoles et des PC qui deviennent beaucoup plus abordables. On va voir aussi des premières compétitions en LAN avec des jeux vidéo sur Quake et Unreal Tournament. Et étant donné que le matériel il devient de plus en plus abordable, il est de plus en plus présent dans les foyers français. Il y aura une explosion de joueurs qui s'entraîneront et qui organiseront des compétitions, des LAN. On verra donc en 98 le ESL, l'Electronic Sport League. C'est grâce à Internet et au réseau mondial sans frontières, si ce n'est la latence sacré ping. Première Electronic Sport World Cup, ESWC, est organisée à Poitiers. Et en 2005, avec la CPL World Tour, premier événement e-sport doté d'$1 million. On y jouait à Painkiller. Alors indexé en Allemagne, l'ensemble de la série s'est déroulé dans 10 villes du monde entier et s'est terminé par une finale à New York, retransmise en direct par la chaîne musicale MTV. C'est beau. C'est l'arrivée des jeux de l'e-sport à ce moment-là. Pas mal. Dans ces années-là, on voit aussi arriver les sites de jeux vidéo spécialisés comme jeuxvideo.com, jeuxvideo.fr, Gamecult, Canard PC notamment, pour ne citer que. Est-ce que vous vous rappelez avoir beaucoup traîné sur ces sites-là ou soit en étant plus jeune, soit maintenant, est-ce que c'est quelque chose que vous avez beaucoup fait? Ouais. Pour actuellement, bien sûr. Surtout à l'époque où c'était vraiment plus utile dans le sens où tu n'avais aucune info pour les jeux, tout ça.
Et autre chose qui sont arrivés avec tous les sites internet, ce sont d'autres styles de jeux, donc les jeux Flash, comme on a tous connu avec des jeux comme Happy Wheel, les Yeti Sport, et puis un autre style de jeu qui est arrivé avec internet, c'est les MMORPG, donc les jeux de rôle en ligne, massivement multijoueurs, avec le célèbre World of Warcraft de Blizzard, EverQuest et bien sûr Dofus, pour citer un MMO français. Pour dire par rapport à World of Warcraft, du coup, en 8 mois d'exploitation, il y a eu 2 millions de joueurs et un an après, ils étaient à 4,5 millions d'abonnés pour après atteindre 6,6 millions en 2006. Et jamais un jeu vidéo n'avait rencontré un tel succès en aussi peu de temps. Et un autre point important des MMO, donc par rapport à d'autres jeux classiques comme on a connu, c'est que ça a un peu transformé le jeu vidéo en une expérience sociale où il y a vraiment des milliers de joueurs qui peuvent interagir entre eux. Voilà les frontières. C'est beau. Et ça peut créer des amitiés et tout. Elle est très stylée quand même. Est-ce que vous avez des questions déjà pour ces 2 premières parties rapidement? On a des questions dans le chat peut-être? Questions? Quelqu'un qui veut interagir par rapport à ce qu'on a parlé? Enchaînons sur la partie 3 là. C'est vrai. Faut juste resserrer un peu le micro, apparemment il y a un petit bug de son. De ton côté, ouais. Ah, ok. Passons sur la partie 3 du coup. Partie 3 qui s'intitule Accélération de la démocratisation de l'accès aux médias et au divertissement. Donc c'est des années 2000-2005 jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir qu'à partir des années 2000, l'adoption dans les foyers français ne fait qu'augmenter. On voit une nette évolution entre 2000 et 2007. Ça s'explique par plusieurs choses, par l'accès au débit. Ça s'explique aussi par la baisse des prix des abonnements et par ces abonnements qui deviennent illimités et plus limités à un certain nombre d'heures. Donc concrètement, on oublie les modems 56K et les abonnements limités en heures et puis on passe sur des abonnements qui sont illimités avec du haut débit. On a aussi l'arrivée du coup en 2007 des iPhones, les premiers iPhones, alors que du coup Google lance Android au niveau de 2008. Donc on va aussi avoir BlackBerry, Samsung qui arrive en 2010. Donc à cette époque, seulement 20% des foyers français étaient équipés de smartphones, contre aujourd'hui plus de 85%. C'est quelque chose qui s'est énormément démocratisé. Et, depuis 2005 à peu près, on voit aussi se développer un fort développement au niveau du matériel de streaming et de production audiovisuelle. Là, ça va être plus spécialisé pour tout ce qui est production sur Internet, micro, carte son, casque, autres périphériques qui permettent la création de contenu. Et alors qu'auparavant, on ne pouvait pas. Et aussi, on a énormément de réseaux sociaux qui arrivent. Pour citer, on va avoir Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, sur lesquels on est actuellement aussi. Ouais, on peut dire que les réseaux sociaux sont un peu les enfants des blogs. Hein. Il faut savoir qu'en France, on passe en moyenne 1h20 par jour sur les réseaux sociaux, ce qui commence à être beaucoup. En janvier 2024, les réseaux sociaux ont atteint un niveau d'utilisation record, puisqu'il y a 51 millions d'utilisateurs actifs, dont les 3/4 sont âgés de 18 ans ou plus. Il y a aussi l'arrivée des podcasts qu'a permis Internet. Donc le podcast, c'est quoi? C'est un fichier audio ou vidéo diffusé sur le web et qui est plutôt destiné à être écouté. Pour la petite anecdote, podcast, ça vient de la contraction des termes iPod et broadcasting. Donc voilà. On peut passer sur la partie film-série de cette dernière grande partie. Kevin, est-ce que tu peux nous dire un peu comment on consomme les films et séries aujourd'hui? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est assez classique. On a toutes ces plateformes de streaming, Netflix, Amazon Prime, d'autres, on ne pourra pas citer. C'est après les années 2000, c'est un nouveau cap dans la production de films. Ça s'explique par la demande liée à Internet, la VOD. Donc il y en aura une augmentation de production et de films et des séries, comme on peut voir sur le diapo. Le chiffre d'affaires de la VOD explose depuis les 10 dernières années et celui de la vidéo physique baisse. Il y a aussi donc une baisse de fréquentation des cinémas à cause du streaming ainsi que de la VOD. Et les plateformes de streaming, elles-mêmes vont produire leurs films et leurs séries et diffuseront eux-mêmes sur leur plateforme. Donc on a le cinéma qui est en déclin avec le nombre d'entrées en baisse. Il ne faut pas oublier aussi que le Covid avait impacté ce nombre d'entrées. Ouais, et on voit même une réaugmentation des entrées au cinéma dernièrement post-Covid, ce qui est
cool quand même. On voit aussi sur ces 10-15 dernières années l'accélération de création de web-séries. Maxence, je sais que t'en as regardé pas mal des web-séries. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, bah alors pour parler des web-séries les plus connues, du coup il y a Noob, Visiteurs du futur, et celle qui m'a le plus marqué c'est Nerds. Et comme tu disais, du coup c'est surtout l'accès au nouveau matériel et à des réseaux comme YouTube, tout ça, pour s'informer comment l'utiliser, comment bien utiliser le matériel pour se professionnaliser un peu, qui a fait que la qualité de ces web-séries ont évolué et du coup il y en a beaucoup plus qu'auparavant. Ouais. On peut passer sur une partie information du coup si ça vous va. Il faut savoir que sur les 15 dernières années, on a changé notre manière de consommer l'information de manière générale. Mais ça, Kevin va nous en parler un peu plus. Tout à fait, comme tu as dit, on a une nouvelle façon de consommer l'information. On a en fait, on constate la consommation de l'information par morceaux. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, via des tweets, où l'information est résumée en une phrase qui ne comprend pas l'ensemble de l'information. On a aussi les alertes infos avec cette volonté de faire du buzz afin d'attirer du public ou faire du sensationnalisme. Internet a formé à plusieurs changements. Par exemple, pour les journalistes, c'est la possibilité d'accéder à différents types de médias via les réseaux sociaux. Il y a aussi des outils pour les fact-checkers pour briser les hoax ainsi que les fake news. FP Actuel ainsi que Claimbuster, et l'information en temps réel accessible sur les sites internet ou via les notifications. Par rapport à la presse papier et les chaînes d'information, on constate une baisse de la consommation dans le monde. On notera tout de même que la crise Covid a relancé l'utilisation de la télé dans le monde. Ok, c'est un peu comme le cinéma quoi. Tout à fait. Et quand vous voulez vous renseigner, vous utilisez quel genre de plateforme? TikTok, Insta. Ouais, donc plus de réseaux sociaux, du coup, moins de presse papier, moins de sites spécialisés, des trucs comme ça. Tout à fait. Ok. Il faut savoir qu'avec l'arrivée d'Internet et la démocratisation d'Internet, on voit des nouveaux médias se créer, et notamment via Twitch et YouTube. On voit des médias d'information avec des émissions en ligne. On peut citer notamment Origami, qui rassemble des journalistes du jeu vidéo qui ont décidé de créer et de monter leurs médias totalement indépendants. Ils animent des émissions sur Twitch en direct, mais ils les proposent aussi en replay YouTube et en podcast. On peut notamment citer l'Origami Hebdo, qui est un hebdomadaire traitant des jeux vidéo, Internet Exploreuse, qui est une émission mensuelle traitant d'actualités diverses et variées sur l'Internet mondial, et Super Vieux Jeux, qui est une émission plutôt rétro gaming. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Là, on va avoir aussi Popcorn, très présent sur Twitch, donc avec une émission hebdomadaire d'actualité dans un format un peu talk show comme on le fait actuellement. On va retrouver Go Decrypt, qui a aussi ses émissions hebdomadaires d'actualité en 10 minutes sur YouTube, que ce soit dans le monde ou en France, et avec des formats plus courts sur d'autres plateformes, donc par exemple Instagram, TikTok ou autre. Samuel Etienne, qui nous vient de la télé, qui nous fait des revues de presse quotidiennes sur Twitch, avec son émission en direct, traiter de différents journaux, il vient lire Le Monde, Le Parisien, etc. Et on va avoir, pour reprendre un peu le thème de notre conférence, Underscore, qui est aussi une émission de talk show avec des thèmes comme les nouvelles technologies, la cybersécurité et d'autres sujets relatant de l'informatique qu'on peut trouver aussi en replay sur YouTube. On peut noter aussi que la mise en place des médias traditionnels sur les nouvelles plateformes, donc, par exemple, pour citer Le Monde, Le Parisien, que personnellement je trouve très présent sur Twitter, X, ou Brut par exemple sur TikTok ou Instagram avec des formats courts d'actualité. Ok, merci Kylian. Sur cette fin de partie information, on peut passer sur une partie télévision. Kevin, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment est consommée la télévision sur les 15 dernières années? Bien sûr. Donc, à partir de 2005, il y aura un changement majeur par rapport à la télévision avec l'arrivée de la TNT. L'arrivée de la TNT, ça permettra l'arrivée de nouvelles chaînes, donc plus accessibles et toucher plus de public. Qui dit plus de public, dit plus de fidélisation. Donc, ça va être plusieurs chaînes de télévision de différents groupes qui évolueront et proposeront plus de contenu. Les contenus seront plus interactifs, plus accessibles. La VOD, quasiment tous les groupes aujourd'hui qui proposent la VOD. Il y a la possibilité d'interagir plus facilement sur les réseaux sociaux et d'accéder à du contenu exclusif, ce qu'on n'a pas sur la télévision.
donc contenu exclusif, de nouveaux abonnements. Il y aura d'évolution des médias. Les médias classiques sera brisé et évoluera dans plusieurs faits. La possibilité d'accéder à des chaînes mondialement. Les chaînes françaises prendre ceci en compte afin d'améliorer leur contenu. Et la télé française qui va tenter aussi de faire concurrence à la plateforme du streaming avec Salto, qui fut un échec. Nous avons aussi, on constate par rapport à la télévision, un échange de bandes procédés. C'est qu'en fait, c'est des personnalités, des streamers ou influenceurs issus d'Internet apparaître à la télé dans différents médias, le grand public. On a par exemple Twix ou Laurent Vallée sur Bein Sport ou Domingo sur Énergie. Il y avait aussi une personnalité Kylian qui est à la télé. Par exemple, il y en a plein, mais pour citer, on a Alison Weller qui était actrice Bagel, une chaîne YouTube gérée par Canal+, et qui maintenant est intervenante à TV Quotidien, qui est une émission sur TF1. On a eu du même groupe aussi Jérôme Niel, qui est connu pour sa série Les Tutos, qui a été invité par exemple pour l'émission Top Gear, tout comme le duo de Villebrequin. Avant, on assistait vraiment à une guerre Internet-télévision au cours des dernières années, et maintenant les deux commencent à se vraiment lier, l'un va vers l'autre, et ils sont en train un petit peu de fusionner là-dessus. Faut pas oublier quand même qu'il y a toujours cette guerre, comme par exemple, depuis une loi de 2020, une transcription dans le droit français d'une directive européenne oblige désormais tous les services qui diffusent en France à apporter leur contribution. C'est-à-dire que Netflix doit payer et financer pour les productions françaises auprès de TF1 ou le cinéma français. Ok, merci pour toutes ces informations. On finit sur la partie jeux vidéo du coup. En 2024, on constate qu'il existe de nouvelles manières de consommer le jeu vidéo également, qui a été apportée par Internet. Une manière qu'on pourrait qualifier d'active, donc c'est-à-dire y jouer directement en fait, et une manière qu'on pourrait qualifier de passive, regarder quelqu'un d'autre y jouer via Twitch, via YouTube ou même via des podcasts. Maxence, est-ce que tu veux intervenir dessus? Ouais, alors tout d'abord, avec l'évolution de tout ce qui est technologie, il y a plein de nouveaux jeux et consoles ou autres qui arrivent sur le marché, comme les jeux mobiles par exemple, qui est le plus gros marché du jeu vidéo actuel. Et du coup, quoi de mieux que jouer à un petit jeu sur ton téléphone quand tu es dans le tram ou dans le bus, ou dans le train, bien sûr, pour les longs trajets. Pas à faire en voiture, bien sûr. Tu conduis pas seul. Qui est arrivé, c'est un peu le game as a service, donc tout ce qui est free to play. Donc très répandu sur téléphone, avec aussi Fortnite et d'autres jeux du style, du coup. Du coup, l'utilisateur n'a pas besoin de payer pour jouer. Du coup, s'il le souhaite, il peut juste acheter du contenu additionnel pour aller plus vite ou avoir du cosmétique. Bon, tout ce genre de contenu. En gros, du coup, ce style de jeu vidéo vit grâce aux achats in-game et pas du coup à la vente du jeu. Autre chose qui s'est pas mal développée, du coup, ce sont aussi les jeux sous format dématérialisé. La démocratisation d'Internet et l'augmentation du débit des connexions, surtout, parce que télécharger des jeux qui maintenant ont plus de 80 gigas avec un MO par seconde, bon courage. Et du coup, ça permet de télécharger ces jeux très rapidement et plus besoin d'attendre surtout une disponibilité en magasin. Et pas besoin de se déplacer. Et vous en pensez quoi, vous, du démat? Moi, j'avoue que ça a changé un peu la manière de consommer le jeu vidéo, en fait. Le jeu ne nous appartient pas. On n'a plus l'impression que le jeu nous appartient. Ouais. T'as plus cet aspect collection. Bah ouais, et puis... ta petite jaquette sur l'étage. Ouais, c'est ça. Faire ton petit décor derrière. Et maintenant, t'achètes ta boîte. Un code de... Ouais. Mais bon, ouais. Le plastique, c'est fantastique, mais pas trop, quoi. C'est aussi une grosse différence qui s'est formée du coup avec c'est l'arrivée d'Internet. Enfin, cette évolution d'Internet, surtout c'est sur le plan des maths, c'est durant ces 10 dernières années, en 2010 par exemple, il y avait 31% des jeux qui étaient en format dématérialisé. Alors que maintenant, c'est en 2016, c'est totalement l'inverse, et il n'y a que 26% des jeux qui sont en physique. Il y a quand même une énorme différence, ouais. Et du coup, ça a totalement bouleversé, comme tu disais, notre manière de consommer le jeu vidéo, quoi. Même maintenant, les magasins comme Micromania, Games sont obligés de diversifier leur offre de vente et ils ne font plus que du jeu vidéo, mais maintenant ils font aussi des petits goodies, des cartes à collectionner, ce genre de choses. De merchandising, quoi. Ouais. Et du coup, un autre système, donc comme tu parlais avec Netflix et Amazon Prime Video, par exemple, il y a le système d'abonnement qui a aussi arrivé dans le jeu vidéo avec le Xbox Game Pass, le Nintendo, le PlayStation Plus.
Du coup, bah, c'est pareil, hein, tu payes un abonnement d'une dizaine ou quinzaine d'euros et tu as accès à un certain catalogue de jeux divers et variés. Vous en pensez quoi de ce genre de système? C'est accessible, mais bon, c'est cher tous les abonnements. Ouais, mais quand t'es étudiant, faut dire qu'un jeu est à 80 balles maintenant, donc C'est vrai. Ça permet de tester. Ouais. Et si t'aimes bien, après, tu peux te prendre le jeu derrière pour l'avoir en continu. Juste dommage d'avoir l'impression de faire un fast-food du jeu vidéo, quoi. C'est ça. ouais, c'est vrai que ça. Après, je sais pas comment ça se passe au niveau des studios qui ont leurs jeux qui sont dans ce genre de passe, mais après, c'est bien pour l'utilisateur, mais en soi, est-ce que c'est vraiment bien pour les studios À creuser. creuser, ouais. Bon, du coup, on s'éloigne vraiment du mode de consommation classique. Donc, c'est fini. J'achète mon jeu, je le finis ou pas. Ouais, maintenant, j'ai plus rien à foutre. Il est sûrement passe, donc je peux le désinstaller, c'est fini, quoi. Et du coup, pour la partie consommation passive, Kylian, tu peux nous en parler, hein? Ouais, donc nous, on va remarquer deux grandes plateformes pour faire de la consommation, on va dire, passive de jeux vidéo. Donc on va avoir tout ce qui est sur YouTube, donc la création de chaînes YouTube souvent spécialisées dans le jeu vidéo. Enfin, c'est ce qui se faisait avant, maintenant ça se diversifie un petit peu plus. Donc où les personnes viennent se filmer en train de jouer, à faire du commentary, des let's play, des choses comme ça. Donc pour citer quelques noms, on va retrouver Vortex, Kuni, Wankill, JDG, Lennon et bien d'autres. Et on va voir toute la partie aussi stream en direct, donc par exemple via la plateforme Twitch. Donc avec la démocratisation d'Internet et la baisse des coûts de matériel qui permettent aux gens en fait de pouvoir streamer sur Internet dans de bonnes conditions. Ils diffusent du coup leur partie de jeux vidéo avec des spectateurs qui peuvent regarder, interagir avec eux via un chat, comme vous pouvez le faire actuellement. On assiste aussi à des grosses productions qui commencent à se mettre en place, donc on arrive sur vraiment du professionnel. Donc pour citer, on va avoir par exemple Squeezie avec le Grand Prix Power. Donc par exemple le premier était le 8 octobre 2022 sur Twitch et en live avec 40 000 personnes au légendaire circuit du Mans. Et du coup sur Twitch avec plus d'1 million de spectateurs, donc c'est vraiment énorme. Et on a eu la réédition en 2023, donc le 9 septembre, qui atterrit 60 000 personnes, donc 20 000 de plus au Mans, et avec un pic à plus de 130 000 personnes sur Twitch. Et la moyenne de spectateurs en continu sur le live qui durait toute la journée était quand même de 540 000 personnes. Là, c'est vraiment énorme. Ouais, c'est mal, ouais. Moi, j'ai vécu la diffusion du coup avec mes parents en famille, et là, on arrive sur une diffusion en fait qui était de base amateur, où on passe sur du professionnel complètement. Et c'est comme regarder quelque chose à la télé, finalement, où ça pourrait être une grande chaîne. On a nos parents qui peuvent avoir 40 ans de plus ou autres, qui regardent ça comme s'ils regardaient un quotidien ou autre. Et après, il y a plein d'autres streamers qui font des choses comme ça, mais il y a aussi des streams qui sont plus dans le soutien associatif. Donc, il y en a quelques-uns que vous voudrez citer. Ouais, tout d'abord, on peut parler de speedrun, par exemple, par Mister MV, qui font découvrir un peu le speedrun. Donc, c'est le fait de finir un jeu le plus vite possible, du coup, par les associations caritatives. Et un autre très connu aussi, c'est lancé par Zerator et Dash, c'est le The Event, qu'on peut le voir sur son t-shirt. Donc là, oui, plusieurs streamers se sont regroupés pendant un week-end pour récolter de l'argent via des dons, et eux, pendant ce temps, ils jouaient à des jeux vidéo, ou ils streamaient, ils faisaient plein de choses entre eux. Et du coup, par exemple, lors de la dernière session qui a eu lieu en 2022, ils ont récolté pour plus de 10 millions d'euros. C'est quand même assez impressionnant. Ouais, c'est pas mal, ouais. Un week-end. C'est une belle somme. Une dernière méthode de consommation passive du jeu vidéo qui va être plus tournée e-sport, puisque sur les 15 dernières années, on a vu un développement de l'e-sport qui est assez dingue, avec une structuration et une professionnalisation du milieu qui se développe de plus en plus. On va retrouver des nouveaux métiers, des métiers du management, des métiers de la psychologie, de la préparation physique, etc. En fait, des métiers du sport qui arrivent dans ce domaine-là. Donc, on a des clubs qui se créent de plus en plus, avec même des clubs de supporters pour suivre leurs joueurs préférés lors des LAN ou dans les stades, comme on peut voir à l'image. Et on a même une véritable structuration du format de compétition, puisque on a moins de compétitions un peu par-ci par-là. On a des vraies ligues qui sont développées avec des gros events qu'on peut appeler des majors. Donc on a Internet à apporter aussi ce développement-là. Ouais, aussi sur la partie e-sport, il y a une autre chose qu'on peut dire, c'est par rapport à l'évolution au niveau du divertissement. Du coup, comme on peut voir par rapport au stade qu'il y a là,
et on voit énormément de monde. Et il y a 20 ans, il y a même une dizaine d'années, par exemple sur League of Legends, ils étaient dans les Worlds, donc le tournoi mondial. Ils étaient quelques équipes sans beaucoup de spectateurs ni rien. Est-ce qu'il y avait une diffusion? Personne ne sait. Alors que maintenant, Il remplit des années. oui, mais maintenant en 2018, il y a eu pour la finale, du coup, il y a eu un pic de 99,6 millions de spectateurs uniques en ligne, avec 44 millions en simultané. Ah, c'est bon. Par rapport à il y a 10 ans où il y avait 10 champions dans une salle. C'est pas vraiment reconnu comme maintenant ça l'est. Ouais, carrément, ouais. Carrément. Et donc ça a été apporté par le développement d'Internet et le développement de Twitch, YouTube, etc., qui a permis de développer tout ça. Tu parlais de Zénith, on peut même parler de stades entiers en Corée, où justement sur les Worlds de League of Legends en 2018, c'était dans un stade, c'était rempli à fond, quoi. C'est assez ouf ce que ça a pu apporter. On arrive vers la fin de notre présentation. Kevin, je te propose de conclure si tu veux. Bien sûr. Bon, on avait, comme tu avais cité, par rapport à l'e-sport, par rapport à la conclusion, par rapport à la Question après. Bon, la conclusion qu'on peut voir par rapport à tous ces médias et divertissements qu'on a cités, à travers tout ça, c'est qu'il y a une évolution pour les consommateurs. C'est beaucoup plus accessible avec l'évolution d'Internet. Donc, on a DSL, aujourd'hui avec Internet haut débit et son déploiement sur le niveau de la France. Non, il y avait aussi le projet du gouvernement de déployer la fibre pour 2025, afin de toucher plus de territoires. L'évolution des abonnements, des fournisseurs, ainsi que sur les médias. On peut voir au niveau de la télévision, au niveau de l'information et les jeux vidéo confondus. Et aussi, à travers cela, de tout ce qu'on a cité, c'est-à-dire la télévision, jeux vidéo, information, ce sont des grandes entreprises. Ces grandes entreprises, aujourd'hui, mettent en place des moyens par rapport aux aspects technologiques, c'est-à-dire la cybersécurité, la big data, la télévision, plus de public, donc plus de données à stocker. Et aussi l'intelligence artificielle. On a pu voir par exemple France Télévisions qui a fait une collaboration avec une entreprise externe pour mettre une solution d'intelligence artificielle. Et Internet en soi, c'est donc des nouveaux moyens, des nouveaux outils. Ça permet aussi la création de startups à travers différents médias, la diffusion de musique sur YouTube ou Spotify, des jeux indie comme on l'appelle, c'est-à-dire des développeurs qui vont pouvoir créer leurs jeux et le diffuser sur Internet. Et des petits streamers qui souhaitent se lancer sur les plateformes comme Twitch et autres compagnies. Merci pour cette conclusion, merci pour votre écoute. Et maintenant, si vous avez des questions, nous sommes là. Merci. Merci. Vous avez des questions dans le chat aussi. Ouais. On va peut-être attendre une minute le temps que les gens écrivent leurs questions dans le chat s'il n'y en a pas ici. Pas de questions dans la salle? Yes. Ouais. Adil. Bon, merci beaucoup pour ce rappel. Pour tout, surtout pour moi qui n'a pas suivi, on va dire, cette vague-là. Juste une petite question. Est-ce que le développement du jeu vidéo a eu un impact significatif sur le développement des infrastructures? De façon générale, je parle d'infrastructures physiques. Oui, alors juste pour citer, moi, à titre informatique, presque chez Latin, c'est qu'au niveau du jeu vidéo, il y a les cartes graphiques qui sont faites pour faire tourner en fait du coup nos jeux vidéo, qui ont été énormément développées, parce qu'énormément d'argent a été mis dedans pour le marché du jeu vidéo. Et aujourd'hui, c'est utilisé beaucoup dans le médical, dans la 3D, en fait, pour pouvoir soigner en fait des maladies qu'en fait on ne pouvait pas avant, parce qu'on n'avait pas la puissance de calcul. On n'avait pas en fait des fonds suffisants pour pouvoir développer des technologies pour ça. Et maintenant, en fait, il a fait un ricochet en fait dans ce milieu-là et a envoyé des nouvelles technologies hyper puissantes à ce niveau-là. Donc, le jeu vidéo a quand même un gros impact aussi au niveau des infrastructures d'un côté. Pour reprendre ce que tu disais, il y avait aussi, ça commençait à monter il y a une dizaine d'années, donc je ne sais plus où exactement, mais il y avait une entreprise pour l'infrastructure qui avait utilisé une centaine de PlayStation 3 en tant que système pour leur infrastructure. On a répondu à ta question comme même. Sur le chat. Oui, bonjour Patrick. Alors moi j'ai une série de questions qui est à traiter en cascade.
Premier élément pour contextualiser, vous avez parlé de 51 millions d'utilisateurs connectés sur les réseaux sociaux. C'est tous réseaux sociaux confondus Oui. et en France. Oui. C'est ça. Ok. Merci donc ça pour la précision. Ensuite, la vraie question est la suivante. Face à la multiplicité des contenus diffusés sur des écrans, est-ce que vous avez des études qui montrent l'évolution de la durée moyenne passée devant un écran sur les 40 dernières années ou 30? On va se projeter avec l'arrivée d'Internet dans les années 90. Derrière ça, conséquence, est-ce qu'il reste du temps pour dormir? Et dernière conséquence finale, c'est est-ce que ça a un impact sur l'évolution des comportements au quotidien? Alors oui. Oui, sur le comportement, oui. Oui. On n'a pas les études sous la main, mais par contre, les Malsi hier ont fait une conférence assez intéressante là-dessus, hier après-midi, sur justement les changements des comportements vis-à-vis des nouvelles technologies avec la baisse de la concentration des gens qui ont tendance à accéder à du contenu tout de suite, comme TikTok, comme Instagram ou ce genre de choses-là. Il y a des études qui ont été menées et qui montrent qu'on perd de l'attention. On est moins... par exemple, pour regarder un film, on va avoir plus de mal à regarder un film de 1h30, 2 heures qu'avant. Donc oui, l'arrivée de ces nouvelles technologies change aussi radicalement notre comportement et leur influence sur le cerveau de manière générale. J'ai répondu qu'à une question, mais... Donc sur le côté attention, c'est clair. Ma question était plus sur le comportement au quotidien. Est-ce que ça a un lien avec une évolution de l'agressivité ou de l'externalisation de ces sentiments à tout va, hors contrôle, dans la rue? Ouais. Moi, j'observe des évolutions de tendance de comportement d'une manière générale. Est-ce qu'il y a un lien avec cette abondance de contenu sur les écrans? Il y a directement non, mais oui et non. C'est un facteur. Oui, c'est une des conséquences. Il y a des études qui remontent et que par rapport à ces changements d'habitude et par rapport à la consommation et au temps passé sur les écrans, c'est un facteur, comme il a dit Kylian. Les chiffres exacts. Ouais, je crois pas qu'on ait de... Parce qu'il y a aussi un gros problème d'éducation. Ah oui. Non, mais objectivement, c'est sûr que ça rejette beaucoup sur le fait de regarder tout le temps les écrans. Mais souvent, les parents donnent les écrans aux gamins pour pas les entendre. Il y a pas seulement ravageux. Il y a de ça. Il y a de ça. Il y a aussi, je pense, si on peut revenir par rapport à comment l'information est consommée. On se parle sur les réseaux sociaux, malgré tout, même si on a cité, il y a en place pour contre les hoax et la désinformation. Mais sur les réseaux sociaux, on a de tout et n'importe quoi. Les gens prennent les informations comme ils veulent et à partir de cela, réagissent et font des actions dans le comportement et dans leur vie de tous les jours. Et surtout là-dessus, on a tout ce qui est algorithme. Donc les réseaux sociaux vont vous pousser en fait à regarder en continu du contenu que vous avez apprécié, que vous avez le temps à regarder. Plus vous regardez un contenu sur le fait que la Terre est plate, plus vous allez en voir. En fait, c'est une boucle infernale et il y a des personnes qui vont voir par exemple une agression se passer avec certaines personnes. Et en fait, ils vont revoir que des choses similaires en continu et ça va développer sûrement de l'agressivité chez eux ou une autre forme qui pourrait être arrivée avec. Alors ensuite, il y avait des questions dans le chat. Alors, il me semble que la réponse que vous venez de donner peut répondre un petit peu à la question que posait Kakamux dans le chat. Qui disait donc beaucoup d'enthousiasme sur la tech, mais quid des dérives et des potentiels travers, accès à l'info de masse, fact-checking, besoin d'un apprentissage à l'utilisation, flotte de pubs, et plus récemment des études qui montraient un accès simplifié à la pornographie aux plus jeunes, en fait, et de plus en plus jeunes. Donc voilà, il disait donc que ce côté des risques mériterait d'être discuté, approfondi. Voilà. Et sinon, il y avait une autre question, quid de l'impact environnemental? C'est un sujet qui est énorme, l'impact environnemental. Alors évidemment qu'on a été là en 45-50 minutes de conférence. Je me rappelle plus le programme de la journée. Je crois pas qu'il y ait de Green IT aujourd'hui. Non, c'était hier. Oui. Ah, c'était hier. Il y avait une conférence sur le Green IT. Après, le constat, il est quand même assez
simple entre guillemets, c'est que Internet demande plus de ressources. Plus de ressources demandent plus de consommation, plus de création de matériel, d'aller chercher des métaux rares, etc. Et donc forcément, ça a un impact environnemental assez conséquent, ouais. Mais de plus en plus, ces temps-ci, dernièrement, du coup, il y a de plus en plus d'efforts là-dessus pour. Oui. Le problème. Bonne fille. L'impact numérique est majeur, mais en effet, comme tu dis, il y a des solutions qui sont mises en place pour réduire. Solution peut-être pas, mais moi, Oui, pour réduire au moins l'impact environnemental Des solutions. des nouvelles technologies. Ouais. Des solutions pour la réduire nouvelle technologie justement qui sont en train d'essayer d'arriver pour pouvoir résoudre des problèmes. On verra dans les années à venir si ça arrange un peu tout ça. Et enfin, il y avait une dernière question de la part de Saul Pass avec un 4 à la place du A. Qu'en est-il du cyberharcèlement? Qu'en est-il du cyberharcèlement? Voilà. Ah bah c'est l'enfer, hein. Internet, Le fait qu'il n'y ait pas de limite sur Internet, malheureusement, ça pour. Ouais, l'anonymisation. Voilà, c'est On peut jeter un caillou sur quelqu'un, ça peut, il peut. C'est pas vraiment de l'anonymisation en final, c'est plus de du pseudonymat que d'anonymat. Mais ça a déclenché des comportements chez les gens qui feraient pas vrai, quoi. Le fait de pas savoir qui tu es, machin, les gens se lâchent plus et voient peut-être un peu plus la vraie nature de certaines personnes. Mais le cyberharcèlement est absolument affreux. On l'a vu on a vu des témoignages de streamers, youtubeurs, etc., ou même de gens lambda sur Twitter qui se font harceler d'un coup parce que un tweet plaît pas, quoi. Enfin, ça en est un peu ridicule, et je pense que ça revient à la question que tu posais, Patrick, sur les comportements des gens, même de manière générale. Peut-être qu'il y a un parallèle à faire entre le comportement des gens sur Internet qui, via le pseudonymat, se permettent tout et n'importe quoi, et qui retransmettent peut-être ça vrai aussi, quoi. Et même en dehors de ça, ceux qui prennent un peu de notoriété sur YouTube, Twitch, tout ça, qui commencent à. Oui, il y a aussi des youtubeurs, streamers qui, des fois, envoient leur communauté pour du harcèlement ciblé, ou des fois le font malgré eux aussi. Ouais, aussi. On n'a plus de questions? On peut passer à un petit timing de pause et puis on repart après sur la conférence d'après, du coup.